Alors Franck, moi qui viens de la peinture et toi des arts vivants, le cinquième mot sur lequel je voudrais qu'on échange, c'est celui de suivre un modèle ou d'avoir un exemple. Il y a deux raisons qui me font vouloir aborder ça avec toi, c'est celle d'être prof et d'être pratiquant en même temps. Celle d'être prof, elle m'oblige à revenir un peu en arrière dans l'histoire de la peinture. On a eu longtemps euh, dans la peinture figurative de l'entraînement pour débuter, des modèles, des plâtres, des natures mortes, des objets qui servent d'exercice pour se mesurer à quelque chose et qui petit à petit te donnent, pour ceux qui sont restés sur cette tradition-là, de la ressemblance et de la vérité au plus près de l'objet, de l'apparence, hein, puisqu'on est quand même dans un mode de représentation, mais qui, avec le XXe siècle, si on va vraiment vite, et que je peux prendre Pollock comme exemple, à partir du moment où il s'agit de mettre la toile à plat, de jouer avec l'éclaboussure, de fabriquer des outils, des seaux percés, des bâtons, on n'est évidemment pas chez quelqu'un qui peut faire un croquis préalable et le recopier. Ce serait tout à fait un jeu de maniaque intenable. Et donc, il va s'inaugurer avec ce 20e siècle, on va dire, l'idée que quelque chose, la peinture abstraite permet de le comprendre plus facilement, même si ce n'est pas seulement le seul, d'être plus à l'écoute en fait de ce qu'on a devant nous, d'être de moins en moins lié à un exemple à suivre. On n'a pas la nature, un dessin d'étude, un croquis et puis la réalisation. On a petit à petit l'idée que si tu peins avec des couleurs, chaque instant, quelque chose peut se passer. Chaque instant, il y a du nouveau. Si j'ai fait beaucoup de choses en bleu, en jaune, si je fais apparaître une petite goutte de rouge, d'un seul coup, tout va changer. Je voulais avoir ton avis sur cette partie déjà de distance avec des modèles ou avec peut-être, tu dirais, des archétypes de figures qui servent peut-être encore à s'entraîner pour des élèves qui débutent, mais pour lesquels il ne s'agit pas de faire au mieux selon l'exemple, en fait. Dans quelle mesure il y a des exemples à suivre? Ouais. Alors c'est vrai que par rapport à ça, c'est intéressant de regarder un tant soit peu dans le rétroviseur, puisqu'effectivement, c'est là où on va trouver un point commun, mais je pense que ensuite ce point commun va être de plus en plus dilaté avec le temps, parce que dans l'histoire de l'art dramatique, on a effectivement toute une période, notamment à partir de la Commedia dell'arte, où beaucoup de personnages sont des archétypes. Voilà, on a Harlequin, on a Harlequine, on a tous les personnages comme ça qui sont très stéréotypés. Et c'est vrai que c'est un petit peu la même chose que de regarder une gravure d'Arlequin et puis se dire tout simplement, bon, bah, je mets le même costume et puis j'adopte la même posture physique, la même attitude. Vraiment, je fais un copier-coller du personnage. Bon, sauf que d'un seul coup, il va faire partie d'un espace vivant en 3 dimensions, mais où on va pas se soucier spécialement, même d'ailleurs, de l'intériorité du personnage, de ses émotions, etc. Tout ça est relativement, même très surjoué, etc. Voilà, on a une image du personnage et au sens strict du terme, et on va juste l'image de la 2D va passer à la 3D par le transfert corporel du comédien. Donc c'est vrai que on avait un peu cette idée-là, et puis ça se poursuit avec évidemment
encore beaucoup avec la Renaissance et même jusqu'à Molière, où on est encore beaucoup dans des archétypes, et ce qui d'ailleurs donnera à la comédie française cette façon à l'époque très ampoulée de jouer les choses, etc., puisque les personnages sont encore très très stéréotypés et donc liés vraiment à un modèle. Voilà, le bourgeois est ainsi, le noble est ainsi, le voleur est ainsi, l'amoureux est ainsi, le jeune premier est ainsi, etc., etc. Et tout ça est vraiment voilà, comme une gravure sortie de son cadre. Voilà, Le on ne cherche parallèle qu'on peut pas. peut-être le parallèle qu'on peut peut-être faire entre les deux disciplines, c'est que au XXe, Stanislavski, Grotowski, dont tu parles souvent, vont commencer à apporter une dimension intérieure qui fait Alors, qu'on va être plus dans le ressenti que dans un exemple ou un modèle à suivre. Alors voilà, et c'est là où je disais tout à l'heure que d'un seul coup, va y avoir brutalement une grande divergence par rapport aux arts plastiques, au dessin, à la peinture, etc., où on continue, bien sûr, et ça se comprend aisément, de travailler suivant des modèles que l'on va dessiner, que l'on va repeindre, etc., que l'on va certainement réinterpréter, mais enfin, où on essaye aussi de reproduire beaucoup. Là, d'un seul coup, au niveau de l'art dramatique, et effectivement, à partir du moment où arrive avant tout la psychanalyse, donc il y a Freud, mais il n'y a pas que lui. Stanislavski, à la même époque, se dit voilà ce qui manque aux acteurs. Enfin, au départ, le mot acteur n'existait pas, il n'y avait que le mot de comédien, et lui, justement, va employer le mot d'acteur, puisque il va plus être question de jouer au sens entre guillemets un peu grossier du terme, mais d'être, de vivre les choses. Et là, c'est tout l'inverse. Justement, il va être question de savoir interpréter les choses avec soi, avec ce que l'on est. Euh, et surtout, chacun à sa façon. Hein. C'est-à-dire que si on prend un exemple quand même très marqué, comme Cyrano de Bergerac, donc écrit par Edmond Rostand, on prend Cyrano, eh bien, à partir du XVIIIe siècle, on commence à se dire ah bonjour monsieur, vous avez joué Cyrano de cette façon, mais moi vous allez voir, je vais le jouer d'une autre façon, etc., etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va reprendre tous les grands classiques, notamment chez Molière, où on les reprend continuellement parce que chacun a envie de donner son interprétation, donc de ne plus coller en fait finalement au modèle de départ. Voilà. Alors là, je reste dans les classiques, mais alors après, évidemment, dans le répertoire moderne, alors là, c'est encore plus évident, notamment avec le théâtre américain, avec Tennessee Williams, par exemple, où là, bon, eh bien, chaque acteur issu, par exemple, même au début du XXe siècle de l'acteur studio, etc., eh bien, ne veulent plus du tout jouer un personnage tel qu'ils ont pu le voir auparavant. Ils veulent arriver à faire leur propre interprétation du personnage. Voilà, c'est même un défi qui est lancé entre les premières stars d'Hollywood. Et là, on va commencer à dire ah ben oui, mais vous voyez, un tel, quand il joue le rôle, Oui, là, non, c'est quand même beaucoup plus. Comment? vas-y, continue. Voilà, oui, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant que quand lui le joue, etc. Et donc on rentre dans l'inverse de la copie. En fait, faut à chaque fois réinventer le personnage. Voilà, essayer de le réinventer, ce qui est un exercice vraiment pas évident parce que bien entendu, après, il y a toujours des fondamentaux à chaque personnage, même si, bien entendu, encore une fois, si on est
si on est un voleur, bien entendu, il y a différents types de voleurs. Il y a des voleurs sympathiques, il y a des voleurs pas sympathiques, etc. Donc, il y a des dégradés. Mais Est-ce qu'il justement, là aussi, au niveau de l'écriture, je termine juste là-dessus, les auteurs ont beaucoup joué sur la subtilité de la réinterprétation aussi de ces archétypes de départ qui, effectivement, donc dans l'histoire, étaient assez, monoblocs. est-ce qu'il n'y a Voilà. pas un piège aussi lié à la pratique du théâtre qui est de, entre guillemets, se copier soi-même quand on va jouer plusieurs fois, plusieurs semaines, plusieurs mois le même rôle, qui fait que Bah, de cette création dans l'instant que tu décris, il n'y a pas certains soirs où si ça se passe bien, on ne soit pas peut-être tenté de se prendre soi-même en exemple, entre guillemets, avec tous les dangers que ça suppose, hein, de finir par fabriquer. oui, 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 et c'est absolument le danger qu'il faut, comme son nom l'indique, c'est un danger, donc il faut l'éviter. En réalité, premièrement, le but, une fois la première partie du travail est effectuée, c'est-à-dire pour arriver jusqu'au jour de la première, et où là, on va vraiment être dans l'action véritable. Le but, à partir de là, c'est justement de ne plus du tout se regarder. Et on doit être dans la désinhibition et la machine est lancée on vit les choses, il se passe ce qui se passera, mais on doit pas se regarder. Donc, à partir de là, ça veut dire aussi que on est perpétuellement dans l'approfondissement de son personnage et dans la réinvention aussi. On doit se réinventer tous les soirs. Ça, bien entendu, c'est indispensable au théâtre. Sinon, pour le cinéma, c'est un peu différent, bien sûr, mais au théâtre, c'est indispensable. Sinon, effectivement, là, on n'a pas d'autre choix parce que si on finit par rester dans le confort d'une interprétation et puis en plus de commencer à se regarder, alors là, généralement, c'est la catastrophe qui arrive rapidement. Mais Et en fait, il y a plus de tension dramatique même d'ailleurs. Donc, il y a pas il un faut surtout pas paradoxe, faire ça. il n'y a pas un paradoxe même plus fort pour vous qui est, même s'il y a eu des exemples à suivre en tant qu'exercice de jeunes comédiens ou comme figures type qui peuvent être des thèmes de jeu, de se retrouver à l'inverse, de ne peut-être pas trop regarder d'autres gens qui ont joué Cyrano avant toi pour ne pas être gêné par ces exemples? Est-ce qu'il n'y a pas le danger inverse de Bah trop en oui. savoir? Alors, il y a deux options où on regarde. Et si on regarde, c'est pour voir justement ce qu'on veut pas faire. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre le modèle, on regarde le modèle, pas pour le. C'est un paradoxe, hein. On regarde le modèle, pas pour le copier, pour justement essayer de ne pas le copier. C'est, c'est, C'est peut-être voilà. Ou alors, plus effectivement, intellectuel comme démarche, moins instinctif, celle-ci. disons que c'est un risque à prendre, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'un autre a fait pour se dire, ah bon, bah, lui, il le fait comme ça, ça, moi, j'oublie, je ne vais pas le faire comme ça, il faut que je fasse autrement, etc. etc. Euh, Après, il y a des comédiens, des acteurs qui ont peur de justement regarder parce que même en ayant cette démarche, ils ont peur que ça les influence malgré tout et donc qui effectivement, à partir de là, préfèrent carrément du tout ne pas regarder et partir sur tout simplement une interprétation qu'il commence à construire via après des processus divers et variés. Est-ce que il n'y a pas un troisième paradoxe, ça en fait beaucoup,
pour cet exemple, c'est que pour les peintres comme pour les comédiens, on est aussi d'abord des spectateurs, c'est-à-dire on a même sans doute découvert cet art en regardant, et on a peut-être eu envie de devenir soi-même artiste en regardant. Et on a donc une culture de spectateurs et donc d'exemples par centaines qui est autant stimulante que paralysante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette notion d'exemple quelque chose qui est le cœur de notre travail, en fait, c'est-à-dire de devoir garder, transformer, planter, semer, mais jeter aussi des passés oubliés quelque chose qui est une sorte de cocotte minute qui est difficile à décrire d'ailleurs, mais qui est peut-être bien décrite par ces trois paradoxes, c'est-à-dire de regarder, pas regarder, savoir, pas savoir. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quelque chose qui est commun là? Parce qu'on ne pourrait pas tout à fait vivre sans exemple. Et je pense, on pourrait parler d'exercice d'admiration si on a. J'imagine que. Enfin, j'imagine mal un peintre qui peindrait sans regarder de la peinture d'autres gens, y compris et même plutôt de regarder des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il fait, de s'ouvrir à d'autres choses, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup l'art conceptuel et je ne fais pas du tout des choses conceptuelles, mais ça m'intéresse énormément, mais sincèrement, ça me nourrit. Et pas seulement, comme tu viens de le dire, pour faire autre chose, parce que c'est une autre forme d'art et que cet art-là me nourrit. Donc peut-être que le travail au quotidien, il est dans ces exercices d'admiration et d'oubli pour aller vers autre chose, tu crois pas? Ouais. Ah, si, 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 si. Alors, après, par contre, je dirais pas de. Enfin, si, il y a une forme d'oubli, mais qui est volontaire. Donc, c'est pas un oubli réel. Mais non, non, ce que tu dis est pratiquement, je dirais, entre guillemets, une évidence. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un maximum d'inspiration. C'est la nature des choses. Euh, on ne peut pas partir de rien. Le rien n'existe pas d'ailleurs, et on ne peut pas partir de rien. On ne peut pas partir du néant. Si on part du néant, si j'ose dire mathématiquement, on va pas transformer le néant en quelque chose. Il restera du néant. Donc on a besoin d'une source d'inspiration énorme, 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 bien entendu. Euh, un acteur ou un comédien, mais comme tout autre artiste dans leurs arts respectifs, s'inspire, comme tu le sais, de tout ce qu'il voit, des gens qu'il regarde passer dans la rue, de voir des centaines de films, de lire des centaines de livres, de voir des centaines d'expositions, de sculptures, de peintures, de rencontrer. Enfin voilà, il y a tout cet aspect fondamental de d'abord se comporter réellement comme une éponge, hein, par passion viscérale, parce que effectivement c'est une nourriture dont on a besoin et parce qu'on a derrière l'objectif de créer quelque chose. Et donc, effectivement, il y a l'absorption d'un maximum d'éléments sensoriels, intellectuels, émotionnels, corporels, visuels, auditifs, enfin, tout y est. Et ensuite, on va faire un choix en se disant, bon, ben voilà, là, j'ai envie de faire ça. Alors, est-ce que j'en fais la copie réellement, comme disait Aristote, l'art tout art est une imitation, hein, on ne fait qu'imiter. Ben, oui, alors à l'époque d'Aristote, on était quand même à la base de ce type de réflexion. Donc, on pouvait tout à fait se dire ça, et ce qui est vrai, et on peut tout à fait imiter. Et d'ailleurs, après, plus loin dans l'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a fait pendant une très, très grande période de l'histoire. Et puis, d'un seul coup, on s'est dit, maintenant, le but, justement, ce n'est plus d'imiter, tu parlais d'art contemporain, justement, c'est de transformer, c'est de transcender, c'est de travailler peut-être même sur les analogies de ce que peut induire une idée et ce qu'elle va avoir
comment elle va pouvoir créer une nouvelle idée qui en engendre une autre, etc., 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 avec un espèce d'effet domino où là, au bout du compte, on va dire, ah oui, d'accord. Voilà. Et là, on a le phénomène de création pure et dure. Mais effectivement, à la base, on sait tous et tout le monde s'inspire de quelque chose. Donc finalement, dans l'absolu, oui, de milliers de modèles, même, je dirais. Mais je trouve que ça peut servir de conclusion pour ce mot-là. On est parti de quelque chose qui avait l'air évident. Il n'y a pas d'exemple à suivre. Et puis, dans le travail lui-même de regard, d'admiration, d'oubli, de digestion, il y a tout le temps des exemples à prendre et à dépasser. Il est vrai. C'est pas mal pour un lundi. Merci. Absolument, merci à toi.